Nous saluons tout étudiant dans le moment ça, qui peut recevoir vidéo ça, qui peut recevoir capable de deuxième cours ça de psychologie générale. C'est un plaisir pour nous retrouver. Nous déjà invité tout le monde à bord pour ce deuxième cours portant sur l'origine de la psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la psychologie pré-scientifique à la psychologie moderne, c'est-à-dire la psychologie avant d'être devenue une science et la psychologie moderne qui est une psychologie scientifique. Mais avant, nous allons faire tout un rappel sur le cours de la semaine dernière. Nous avons abordé la définition de la psychologie. Nous avons vu que c'est l'étude scientifique du comportement et des processus et du comportement observable et mesurable, c'est-à-dire des comportements qu'on peut observer pratiquement dans la communauté et des comportements qu'on peut mesurer aussi, c'est-à-dire des comportements sur lesquels on peut mettre un chiffre en disant ce comportement est répété une fois, deux fois, trois fois. Donc la psychologie est l'étude des comportements qu'on peut observer, mais c'est aussi l'étude des comportements qu'on ne peut pas observer, c'est-à-dire les processus mentaux, ce qui passe dans notre tête, la pensée, la parole, nos désirs, nos émotions, nos sentiments et notre mémoire, etc. Donc la psychologie étudie tout ça. Il est vrai que ce sont des choses non visibles, mais tout cela peut être exprimé au travers de nos actes et de nos paroles. Et qu'il s'agisse de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions, de nos rêves, tout ceci peut être expliqué et alors peut être exprimé extérieurement au travers de nos pensées et nos paroles et au travers de nos actes. Maintenant, lorsque tout cela devient acte et parole, donc c'est quand même un comportement. À partir de là, la psychologie peut étudier ça. Nous avons vu aussi des conceptions populaires de la psychologie et ce que les autres pensent de la psychologie, les profanes, le commun des mortels. Donc, pour le commun des mortels, un psychologue est un onguent, c'est quelqu'un qui peut lire la pensée des autres. Mais nous avons vu que non, la psychologie n'est pas de la magie, la psychologie n'est pas une discipline ésotérique, mais elle est concurrencée quand même par d'autres disciplines parapsychologiques ou ésotériques telles que la numérologie, la chiromancie, la cartomancie, le yoga, etc., qui tentent d'expliquer, de prédire le comportement humain, d'expliquer certaines choses portant sur le comportement humain, mais c'est à partir des méthodes mystiques, des méthodes ésotériques, pas comme la psychologie, parce que la psychologie en tant que science humaine et sociale et adhère à la famille des sciences molles et, et part à partir d'une méthode et à partir des théories pour expliquer les phénomènes. Donc, le psychologue a des méthodes d'explication du comportement humain des phénomènes. Donc, c'est pourquoi on dit que la psychologie se démarque des autres disciplines parapsychologiques, se démarque des autres disciplines ésotériques, mystiques, magiques, telles que la chiromancie, la cartomancie, etc. Et nous avons vu que c'est une discipline hyper importante dans le domaine des sciences humaines et sociales. C'est au travers de la psychologie que nous pouvons nous connaître et nous comprendre, connaître les autres et comprendre les autres, résoudre les conflits interpersonnels, les conflits au sein des organisations, les conflits et familiaux, etc., etc. Nous avons vu que la psychologie entre dans divers domaines aujourd'hui. Et il y a la psychologie dans le domaine scolaire, il y a la psychologie dans le domaine de la personnalité, il y a la psychologie dans divers autres domaines tels que dans l'environnement, la psychologie dans le domaine de la médiation, la psychologie communautaire, mais il y a aussi les psychologues fondamentaux qui y ont versé dans le domaine de la recherche, de la production de la connaissance, etc. Donc, il y a plusieurs domaines d'intervention de la psychologie. Aujourd'hui, nous allons aborder l'origine de la psychologie. La psychologie est pré-scientifique. D'où vient la psychologie? Il y a un psychologue américain qu'on appelle Ebbinghaus. Il a écrit en disant que la psychologie a un long passé, mais son histoire est courte. Cela veut dire que les racines de la psychologie sont très lointaines, mais en tant que science, elle est récente. Donc, s'il faut parler de la psychologie, on peut dire que
Socrate, dans sa philosophie, a parlé de la psychologie. Aristote et Platon a abordé la question de l'âme comme moyen d'explication du comportement humain. Et Aristote a fait le même. Donc, c'est déjà de la psychologie parce que avant Platon, avant Aristote, tout s'expliquait au travers des dieux. C'est par le moyen des dieux qu'on explique tout. Mais Socrate pense que l'âme, c'est quelque chose d'immatériel en nous au travers de laquelle nous pouvons expliquer nos actes, nous pouvons expliquer nos comportements. Là, mes chers amis, c'est déjà de la psychologie. Il n'y a pas à partir de Socrate et de Platon et d'Aristote des théories proprement élaborées sur la psychologie. On ne pouvait même pas parler à cette époque de la psychologie en tant que science, mais c'est déjà les racines de la psychologie. C'est pourquoi Bingos a dit que la psychologie a un long passé parce que c'est depuis dans l'Antiquité qu'on aborde la question de l'âme, comme siège de nos sentiments, de nos émotions, etc., de nos pensées, etc. Mais son histoire en tant que science est courte parce que c'est une science du 19e siècle. La psychologie est très jeune. Donc c'est pour cela qu'on dit que la psychologie a un long passé, mais son histoire est courte. OK? Mais, mes chers amis, parlant de la naissance de la psychologie en tant que science, la naissance de la psychologie moderne, c'est à Wilhelm Wundt, un psychologue allemand, qu'on attribue le titre, le mérite d'être le père de la psychologie moderne. Et pourquoi? C'est parce que c'est lui, en parlant de Wilhelm Wundt, qui a élaboré, qui a fabriqué le premier laboratoire de psychologie. Un laboratoire, mes chers amis, c'est un espace pour les scientifiques de production. Un espace de production, c'est comme une école, c'est comme un espace de fabrication, de production spécialisée. C'est pourquoi on parle de laboratoire. C'est Wilhelm Wundt qui a fondé le premier laboratoire de psychologie parce que c'est lui qui commence à étudier de manière méthodique la perception de l'homme, les sensations de l'homme et l'image mentale de l'homme, c'est-à-dire nos représentations, ce que nous représentons après l'avoir vu. Donc, on voit M. Caristil, mais après un grand nombre de temps, on ne le voit pas, mais on peut se représenter M. Caristil. C'est ce qu'on appelle l'image mentale. Donc, c'est Wilhelm Wundt qui a commencé pour la première fois à étudier de manière méthodique à travers une méthode qu'on appelle l'introspection, l'ensemble de ces concepts et les sensations, les images mentales, la perception, donc qui commence à mettre sur pied une base théorique, une base méthodique pour cette science. On dit qu'à partir de là, que c'est la fondation du premier laboratoire de psychologie avec Wilhelm Wundt. Donc, en ce sens, et c'est officiellement la fondation du premier laboratoire de psychologie et cela se faisait en 1879 à Leipzig en Allemagne. Leipzig en Allemagne, c'est une petite ville d'Allemagne où résidait le laboratoire de Wilhelm Wundt en 1879. On considère cette date comme la date où Wilhelm a fait de la psychologie moderne une science, d'où on parle de la naissance de la psychologie. Maintenant, à partir de la naissance de la psychologie avec ce grand-père de la psychologie, Wilhelm Wundt, maintenant, sa réputation s'est répandue dans le monde entier. Maintenant, d'autres étudiants venant des pays étrangers vont se retrouver auprès de Wilhelm pour étudier la psychologie. C'est ainsi qu'on a Edward B. Titchener et William James, ce sont deux Américains qui viennent en Allemagne pour étudier la psychologie au pied de Wilhelm Wundt. Une fois terminé avec cette étude, ces étudiants retournent aux États-Unis pour fonder le structuralisme avec Edward B. Titchener et le fonctionnalisme avec William James. Le structuralisme étudie toujours les sensations, les images mentales et la perception que Wilhelm Wundt étudie, mais maintenant de manière structurée, de manière détaillée. C'est pourquoi on parle de structuralisme. Le structuralisme divise
l'ensemble en ces divers éléments. Si le structuralisme étudie la sensation, maintenant, il décompose la sensation en ces divers petits éléments. De même pour les images mentales. C'est pourquoi on parle de structuralisme. C'est-à-dire, si le structuralisme parle de la chaise, pour lui, pour comprendre la chaise, il faut déconfectionner la chaise en ses divers éléments, le siège, les barreaux, les pieds, etc., pour connaître ce qu'est une chaise. Tandis que William James toujours étudie les mêmes concepts, perception, sensation et image mentale, mais maintenant, sa doctrine, c'est le fonctionnalisme. Pour lui, ce ne sont pas les petits éléments de la sensation, de la perception qui l'intéressent, mais c'est quelle est la fonction de notre sensation, ce que nous ressentons, pourquoi, quelle est sa fonction. Quand nous parlons d'image mentale ou de perception, pourquoi, quel est le but final, quel est son rôle, quelle est sa fonction. Donc c'est ça le fonctionnalisme. Et enfin, il y a une autre école faisant partie des premières écoles de psychologie, c'est la psychanalyse avec Sigmund Freud. Et c'est une autre école de psychologie, une autre théorie qui aborde la psychologie d'une autre manière en mettant accent sur notre partie intérieure qu'on ne peut pas voir, le ça, le moi et le surmoi. C'est une étude très spéciale que Sigmund Freud a élaborée. Nous saurons avoir la théorie psychanalytique de Sigmund Freud dans